Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, servez-vous un petit chocolat chaud et en route pour ce 22e épisode du secret de Mamie No Good. « 22 décembre 1824. Alfred, toujours assigné à domicile, avait passé les derniers jours à scruter, à déchiffrer chacun des innombrables documents qui avaient été mis à sa disposition. Le Richda Maloney lui avait apporté tous les actes administratifs du village de Sainte-Marie-Coprine. Et cela avait été très instructif pour Alfred, qui avait pu élaborer diverses théories. En ce soir du 22 décembre, Anita Vudge venait lui rendre visite. Bien que toujours suspicieuse vis-à-vis d'Alfred, une part d'elle-même ne pouvait concevoir qu'il eût un jour assassiné 4 personnes. Aussi, elle lui rendait visite pour lui faire part des avancées de l'enquête et également savoir si lui-même avait pu trouver quelque chose dans les documents. « Bonjour Alfred, comment allez-vous ?»« Très bien, Anita. J'ai vraiment envie de sortir, mais en soi, ça va. Allez, installez-vous, j'ai pas mal d'éléments à vous partager. J'espère que cela participera à me disculper. » J'ai aussi quelques éléments qui sont très intrigants, et à moins que vous n'ayez des liens avec les familles locales, je pense que cela participe également à vous disculper. Par où commençons-nous ? Allez-y, dites-moi ce que vous avez trouvé. Alors, j'ai passé les quelques derniers jours et nuits également à éplucher chacun des documents qui m'ont été donnés. Bon, nous avions déjà commencé les actes de décès, j'en ai dressé des listes et relevé, exactement comme nous le supposions, un décès étrange, inexpliqué, accidentel chaque année. Les dates se suivent bien, ainsi que nous le supposions. Cette hypothèse est donc pour le moins vérifiée. Il y a une sorte de tradition à faire disparaître les gens à Sainte-Marie-Coprine, disparaître accidentellement encore une fois, ou plus probablement via un meurtre. Voilà au moins quelque chose qui nous est assuré. Et par rapport aux personnes qui disparaissent, avez-vous pu établir un profil des personnes en particulier ? Oui, on distingue 3 familles. Oui, ça je l'ai appris aussi à mes dépens assez récemment. 3 familles donc, No Good, Carmide et Canflon. Oui, c'est tout à fait ça. Dans les personnes qui disparaissent de manière accidentelle, on va les appeler de cette manière, il y a davantage de No Good et de Canflon que de Carmide. Je dois avoir dénommé 2-3 Carmide et peut-être le reste, une très grosse majorité de No Good et quelques Canflon. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on a également, dans les documents que vous m'avez donnés, les résultats des élections municipales, mandat après mandat. Et c'est là que quelque chose apparaît. Lorsque la famille Canflon est au pouvoir au village, ce qui est arrivé assez rarement à vrai dire, eh bien il y a essentiellement des Carmides qui disparaissent. Quand ce sont les No Good qui sont au pouvoir, eh bien ce sont essentiellement des Canflons ou des Carmides, à peu près à 50-50. Et enfin, lorsque ce sont les Carmides qui sont au pouvoir, lesquels le sont restés durant les 2 derniers siècles le plus longtemps, eh bien ce sont essentiellement des No Good qui disparaissent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Anita, mais je pense qu'il y a là une guerre fratricide entre familles rivales dans ce village. Et je ne serais pas surpris de savoir que les meurtres du mois de décembre font partie de cette lutte. Voilà qui est admirablement bien raisonné. J'en suis venu à peu près aux mêmes conclusions par d'autres biais hier soir. Lorsque j'ai été interroger le maire du village, celui-ci a fait part d'une incroyable agressivité à mon encontre. Bon, à la police, nous sommes rodés à ce genre de situation, donc j'ai plutôt joué avec cette agressivité pour lui soutirer des informations. Et effectivement, il a plusieurs fois botté en touche sur des questions ou détourné volontairement l'attention sur d'autres sujets lorsque je lui posais des questions sur les luttes entre différentes familles ou même si il pouvait en venir jusqu'à assassiner certains membres de la famille adverse. Est-ce que ces éléments sont suffisants pour me disculper ? Fit Alfred, toujours angoissé à l'idée d'être accusé de 4 meurtres. Mon cher Alfred, je crois que cela va suffire, effectivement. Nous avons donc le mobile, une lutte fratricide entre familles rivales au sein d'un tout petit village.
Maintenant, reste à déterminer qui a perpétué ces assassinats, et si d'ailleurs il s'agit de la même personne. Oui, tout à fait, mais je n'en avais pas terminé sur ce que m'ont appris les différents documents que j'ai eu à étudier. Il y a dans ce village beaucoup de terres. Sainte-Marie-Coprine est une très grande commune pour un tout petit village et très peu d'habitants, et la plupart des habitants sont d'immenses propriétaires terriens. Les actes administratifs que j'ai ici font état des propriétés de chaque famille. Globalement, si mes approximations sont justes, chaque famille possède un tiers du territoire communal. Mais on voit année après année que lorsqu'une famille est au pouvoir, elle a tendance à s'arroger plus de territoire. On voit par exemple un léger déséquilibre en ce moment avec la famille Carmide qui est au pouvoir depuis 3 mandats. Mais je ne vous suis pas trop là. En quoi cela pourrait-il être lié à notre affaire? Je comprends bien que cela atteste de la thèse des rivalités entre les différentes familles, mais cependant, rien ne nous indique qui pourrait être le meurtrier. Non, en effet. Par contre, pour poursuivre sur ces différents actes de propriété, ils concernent à la fois des titres de propriété de terre, mais aussi de certaines reliques, de certains objets un peu iconiques de la commune. Et à ce titre-là, la famille Nogood, et en particulier Elizabeth Marie Nogood, qui se faisait nommer donc Mamie Nogood, en possédait beaucoup. Ah, voilà qui est déjà plus intéressant. Une hypothèse qui pourrait être probable est qu'elle ait été éliminée pour que quelqu'un puisse bénéficier de son héritage. Oui, et c'est là où ça brouille un peu les pistes, puisque l'héritage de Madame Nogood ne profite qu'à ses descendants, a priori. Oui, c'est effectivement ce que nous ont révélé les différents notaires qui en avaient la charge. Descendants, si je poursuis, qui sont morts. Comment ça, mort? Oui, les descendants de Mamie Nogood, et les seuls qui étaient encore vivants le jour du meurtre de celle-ci, étaient Maxime, Henrietta et Hector Nogood, et qui sont donc morts aujourd'hui. Oui, je vois. Et du coup, savez-vous à qui profiterait l'héritage dans cette situation-là? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Les lois crossonites stipulent très clairement que lorsqu'il n'y a plus d'héritier, c'est l'État qui dispose de l'héritage. Et l'État, dans sa bonne volonté, les redistribue aux communes. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Oui, je crois que j'ai saisi votre cheminement. Cela nous guide de plus en plus vers des membres de la famille Carmide. Avez-vous pu éventuellement en dresser une liste parmi les habitants de Sainte-Marie-Coprine? Oui, tout à fait. Mais pour moi, il y a encore un problème. Lequel? Admettons que les propriétés de Madame Nogood aient une extrêmement grande valeur. Cela reviendrait donc à la commune, et on peut tout à fait imaginer, ou tout du moins supputer, que d'une manière ou d'une autre, la famille Carmide en profiterait. Néanmoins, cela vaut uniquement pour les propriétés qui sont des terres sur le territoire communal. Pour le reste, pour toutes les propriétés décrites dans ces listes, mais qui constituent davantage des objets ou des talismans, ou voilà, tout un tas de petites choses finalement, j'ai du mal à voir comment cela pourrait leur revenir, parce qu'il faut tout simplement savoir où sont ces objets. Et la maison de Madame Nogood est toute petite, je doute que tout cela tienne dans sa maison. La liste est si importante. Oh, vous n'imaginez même pas, Anita. La liste est plus longue que le bras. C'est une véritable fortune d'objets, de choses en tout genre qui appartenaient à Madame Nogood. La question de où sont-ils entreposés demeure, et j'ai comme dans l'idée que ceux qui doivent en bénéficier cherchent aussi cela. Vous voulez dire que certaines personnes dans le village cherchent ce qui pourrait s'apparenter à un trésor. Oui, c'est tout à fait cela. Mais comment pouvez-vous en être sûr? Au-delà de leur comportement habituel, n'avez-vous pas remarqué quelques comportements anormaux des habitants ces derniers jours? Anita réfléchit. Oui, si, pourquoi pas. Il y a des comportements que l'on n'observait pas lorsque nous sommes arrivés. Le plus flagrant pour moi est celui du vieux Norbert, qui vous a indiqué qu'il passait la plupart de son temps sur son phare. Et là, sur ce mois de décembre, nous le voyons quasiment tous les jours à terre. Voilà, par exemple. Et je suis certain que vous avez dû voir d'autres choses. Oui, c'est vrai. Je séjourne à l'auberge, et c'est vrai que les matinées sont particulièrement animées ces derniers jours. Voilà qui vient bien renforcer notre hypothèse.
Que diriez-vous, chère Anita, d'aller faire un tour dans la maison de Mamie No Good? Peut-être que nous y trouverions d'autres indices. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.